On ne présente pas Carole Beffa, et on le présente encore moins au Collège de France, puisque Carole Beffa a occupé ici, pendant un an, en 2012-2013, eh bien, une chaire de création artistique. Il a même été le plus jeune titulaire de cette chaire, même jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est une maison ici qu'il connaît bien et qui le connaît bien. Et je suis donc extrêmement heureux de le réaccueillir ici, sur cette chaire, ou sur cette table qu'il connaît parfaitement. Carole Beffa, on le présente aussi, pas du tout, parce qu'il est extrêmement connu comme l'un des plus grands compositeurs français contemporains. Et il a obtenu 2 fois les victoires de la musique classique en tant que compositeur. Il a obtenu le Grand Prix de la SACEM pour la musique symphonique. Mais c'est aussi, c'est un homme avec quantité de vie. Il a aussi été, dans une vie antérieure, je ne sais pas comment il a fait, acteur, comédien. Il est aussi écrivain, musicologue, évidemment, musicologue, maître de conférences à l'École normale supérieure et auteur de nombreux disques, de nombreuses œuvres littéraires, de nombreuses œuvres de musicologie, bien sûr. Impossible de citer, je me contenterai juste de 2 ou 3 titres. Parmi ces 2 derniers livres, 2 livres importants de musicologie, Diabolus in Opera, sur la voix dans l'opéra, et puis, par volonté et par hasard, Théorie et pratique de la création musicale, paru en 2018 aux éditions de la Sorbonne. Et puis, puisque c'est un compositeur, je voudrais citer son dernier disque, ou l'un de ses tout derniers, qui est un disque absolument magnifique que je vous recommande, Talisman, avec plusieurs œuvres dedans, s'intitulant Talisman, les ruines circulaires. Voilà, c'est un disque absolument magnifique que je vous recommande d'écouter, mais tout de Carole Beffa est à écouter, à entendre et à lire. Et aujourd'hui, il nous parle, le sujet n'a pas changé. Je n'ai pas changé. Alors, il nous parle de évaluation et réévaluation, la question du canon musical depuis 1945. Donc, on est vraiment au cœur, je pense, de cette question du canon. À toi, Carole. Merci infiniment pour cette présentation extrêmement élogieuse, je pense beaucoup trop élogieuse. Je voudrais aussi te remercier, cher William, de m'avoir invité à ton séminaire. C'est pour moi un grand honneur. Quand tu m'as demandé de participer à ton séminaire l'année dernière, tu m'avais dit qu'il aurait pour titre « Construire et déconstruire la bibliothèque », puisque c'était la thématique de l'année dernière. Et puis tu m'as mis sur la voie en précisant que tu aborderais en particulier la question du canon dans les littératures et les arts. Et après quelques semaines de réflexion, j'ai décidé de me pencher sur la question du canon musical depuis 1945. Alors pour quelle raison ? Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je rappellerai d'abord l'une des positions fortes de l'avant-garde atonale des années 1950, dont le mot d'ordre était la tabula rasa. L'idée des tenants les plus extrémistes de cette avant-garde était de se méfier des œuvres dont les balises perceptives étaient, à leur goût, trop marquées. Alors, qu'est-ce que c'est que ces balises perceptives qu'ils honnissaient ? Pulsation rythmique, harmonie, thématisme, et pour eux, pire encore, la mélodie. Et ce mot d'ordre de la tabula rasa les a entraînés à une réévaluation de l'histoire de la musique selon des critères qui leur étaient propres. Et c'est précisément de cette réévaluation que je voudrais parler. Alors, cette réévaluation, elle comportait un versant qui semble positif, en ce sens que certaines œuvres, jusqu'alors négligées, voire tombées dans l'oubli, méritaient, selon le point de vue des avant-gardistes, d'être remises à l'honneur. Et puis cette réévaluation comportait un versant négatif. D'autres œuvres, et même parfois la totalité des œuvres de certains compositeurs, voire ces compositeurs eux-mêmes, jusqu'alors appréciées, respectées, devaient être différemment envisagées, éventuellement critiquées, voire déboulonnées. À ce propos, je me rappelle, William, que lors de la séance de ton séminaire Malraux ou l'impossible imaginaire à laquelle participait Jean-Louis Janel, tu avais fait cette remarque. Toute bibliothèque a un en dehors. Et il faut réfléchir à ce qu'est cet en dehors des bibliothèques. En te suivant, il me semble qu'il sera fructueux d'examiner de près ce que les avant-gardistes voulaient
écartées du canon musical. Je vais commencer par un certain nombre de remarques. J'ai l'impression que dans les bibliothèques invisibles, il y a ce que nous autres musiciens appelons le répertoire. À ce propos, je vais citer l'observation que fait Christian Hakaoui au sujet de cette notion de répertoire et en particulier de la naissance de cette notion. Voici ce qu'il écrit dans l'entrée répertoire de l'ouvrage intitulé « Éléments d'esthétique musicale » qui a paru en 2011 et dont il était le directeur. Il y propose une définition que je crois claire et concise de la notion de répertoire. C'est, je le cite, « la liste des œuvres musicales qui forment le fond de ce qui est couramment interprété ». Il date la naissance du répertoire de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il fait en effet observer qu'avant 1750, et à de rares exceptions près, on ne jouait couramment que de la musique datant des 30 à 50 années précédentes. Il ajoute plaisamment que si cet état de fait avait perduré jusqu'à aujourd'hui, les œuvres de Schoenberg, Berg, Webern, Bartók, Varèse commenceraient peu à peu à tomber dans l'oubli et Bach, Mozart, Beethoven ne seraient pour nous que de grands ancêtres mythiques, de simples noms associés à des musiques quasi inconnues, comme l'étaient Dufay et Josquin-des-Prés aux yeux des érudits du XVIIe siècle. Pourquoi est-ce que le répertoire n'a pas pu se constituer à proprement parler avant la fin du XVIIIe siècle? C'est, selon Hakaoui, alors d'une part parce qu'auparavant, on ne rejouait pas systématiquement les musiques composées. En effet, la plupart des œuvres n'étaient données que l'espace d'une soirée à l'occasion d'un événement bien particulier, même s'il arrivait parfois qu'une œuvre qui avait été particulièrement appréciée par son commanditaire soit, à sa demande, rejouée plusieurs fois. Une autre raison, d'autre part, à cette naissance tardive, était que la production des compositeurs était peu jouée après leur mort. Alors, Christian Hakaoui note néanmoins que quelques-uns, et il cite Palestrina, Lully, faisaient exception à la règle. Comme donc on ne jouait généralement que les pièces écrites au plus tôt 50 ans auparavant, il n'y avait pas vraiment d'autre musique vivante, c'est-à-dire jouée et entendue, que la musique contemporaine. Je le cite, les styles des époques antérieures apparaissaient très vite caducs pour finir par tomber dans un oubli quasi total. Que se passe-t-il donc vers 1800 et en quoi cela va-t-il entraîner la naissance de ce qu'on appelle le répertoire? Il semble que ce soit l'intérêt marqué qui explose à l'époque pour les œuvres léguées par le passé. En effet, comme le souligne Hakaoui, la naissance du répertoire aux environs de 1800 est à peu près contemporaine de celle du musée, de la conservation et de la restauration des œuvres d'art. En fait, c'est la façon dont l'époque se met à considérer les œuvres d'art anciennes dans le domaine des arts plastiques qui va modeler la façon dont on va considérer les œuvres en musique. Et cette façon de voir est fortement liée à l'idée de postérité, de pérennité, donc de reprise et de conservation du patrimoine. D'ailleurs, à l'appui de son argumentation, Christian Hakaoui rappelle que Liszt comparait la salle de concert au musée et souhaitait même que puissent se répandre des concerts d'une longue durée, d'une durée, souhaitait-il, comparable à celle de l'ouverture des musées. Aussi, de même que les musées sont des conservatoires d'œuvres d'art qu'ils rassemblent et inventorient, de même le répertoire en musique va consister en la constitution de catalogues d'œuvres des compositeurs. Ajoutons d'ailleurs une autre fonction que le répertoire partage avec le musée est aussi là pour que l'amateur puisse voir les œuvres jugées dignes d'être montrées, qui y sont exhibées. De même, le répertoire a aussi pour objet d'établir la liste des œuvres qu'il convient de jouer pour que les amateurs puissent les entendre. Le terme de répertoire, donc, dans son acception musicale, paraît avoir été particulièrement bien choisi. Effectivement, Hakaoui rappelle la définition générale du terme, il s'agit d'un, je le cite, inventaire méthodique, liste, table, recueil, où les éléments sont classés selon un ordre donné. Et, remarque en passant, il n'est pas étonnant de ce fait que la naissance de l'opus musical soit concomitante de celle de répertoire.
fait, on peut dire que cet ensemble de significations croisées du terme de répertoire a peut-être un lien avec l'idée de bibliothèque dont traite ce séminaire, puisque c'est à la fois le lieu où les livres sont classés, répertoriés, catalogués, et c'est aussi un peu le lieu qui permet de prendre le pouls des goûts littéraires du moment, étant donné que, selon les époques, certaines œuvres vont être mises à l'honneur sur les rayonnages et d'autres reléguées, momentanément ou non, au placard. Comment donc va s'établir le répertoire musical à partir de la fin du XVIIIe siècle? Il va se constituer, on pourrait dire, par une exploration progressive de l'histoire de la musique des siècles passés. Et curieusement, cette exploration va se faire à rebours. Je cite Hakawi, grosso modo, au début du XIXe siècle, on redécouvre Bach. Un peu plus tard, on explore les musiques de la Renaissance. Plus tard encore, on exhume les productions médiévales. Et cette redécouverte aura des retombées dans la production des compositeurs. Autrement dit, comme le résume avec pertinence Hakawi dans une formule lapidaire, que je trouve particulièrement heureuse, le répertoire est la manifestation la plus nette de l'irruption de l'histoire dans la pratique musicale, irruption qui a deux conséquences majeures, l'histoire de la musique et la musique de l'histoire. Pourquoi ? Parce que l'histoire de la musique se fait par l'exploration des œuvres musicales des temps passés, et la musique de l'histoire, je le cite, intègre le passé riche et divers mis au jour par cette histoire de la musique. Donc cette musique de l'histoire qui s'inspire du passé, on la suit à travers les œuvres des compositeurs chez qui on reconnaît les traces d'éléments stylistiques du passé. Un passé qui leur est devenu tangible grâce à la redécouverte progressive des œuvres anciennes. Et Hakawi de donner quelques exemples. Les 6 quatuors dédiés à Haydn de Mozart, 1781-1784, qui sont marqués par le contrepoint de Bach. La musique de Fauré, 1845-1924, qui est marquée, elle, par la modalité du XVIe siècle. La messe de Stravinsky, 1947, qui est marquée par l'écriture de Guillaume de Machaut. Donc, un peu plus loin à chaque fois, dans le temps. Il ne faudrait évidemment pas croire que le répertoire soit figé, établi une fois pour toutes. D'une part, remarquons qu'il n'a ni l'ambition ni les moyens d'être exhaustif. Si l'exploration des œuvres anciennes se veut la plus large possible, on recherche et on exhume régulièrement les partitions que l'on croyait perdues. En revanche, l'entrée au répertoire d'une œuvre, redécouverte ou contemporaine, parce qu'il n'y a pas au répertoire que des œuvres du passé, est sélective. Toutes les œuvres ne sont pas mises sur le même plan, elles ne sont pas toutes jugées dignes d'entrer au répertoire, de compter au nombre des élus. Et le choix, bien sûr, va dépendre du goût de l'époque. Le répertoire n'est pas immuable, il varie. On y entre, mais on en sort aussi. Chaque époque, donc, s'approprie des œuvres et projette sur elles ses propres centres d'intérêt, distribuant les louanges et les blâmes. Comme on l'a dit, une œuvre peut sortir du répertoire et tomber plus ou moins dans la désaffection. Christian Hakawi attire l'attention sur la distinction à faire entre, je le cite, les œuvres du répertoire qui ont bénéficié d'une transmission continue, Mozart ou Beethoven, par exemple, et celles dont la transmission a été interrompue, les musiques baroques ou médiévales. Remarquons que si ces dernières musiques longtemps ont été au purgatoire, elles sont depuis la révolution des baroqueux, ce qu'on a appelé la révolution des baroqueux, du milieu du XXe siècle, devenues très en vogue auprès d'un public relativement important de mélomanes et de plus en plus jouées par des ensembles qui sont souvent créés pour l'occasion, et donc elles figurent de plein droit au répertoire actuel. Dans cette communication sur le canon musical depuis 1945, je ne vais pas insister sur cette révolution des baroqueux qui a permis la remise au répertoire d'œuvres de musique ancienne. Je centrerai mon propos sur les options esthétiques des tenants de l'avant-garde, leur jugement sur le canon musical qui existait avant eux, leurs critiques et leurs propositions pour en établir un nouveau. Alors comment est-ce que je suis venu à m'intéresser à ces questions ? Pour cela, il faudrait remonter aux années de la formation de mon goût musical. Et je dois dire qu'avant mon entrée au Conservatoire national de musique de Paris, mes études de pianiste et mon passage par les classes d'écriture musicale, c'est-à-dire harmonie, contrepoint, fugue, m'avaient pour l'essentiel familiarisé avec la musique écrite entre 1700 et 1940. De la musique contemporaine, je ne connaissais guère que les pièces qui étaient imposées
aux instruments que je pratiquais alors, piano, mais aussi flûte à bec et saxophone, et également les œuvres postérieures à 1960 sur lesquelles avaient fait des exposés mes camarades des cours d'écriture musicale, des étudiants qui préparaient le CAPES ou l'agrégation de musique. Alors, désireux que j'étais d'avoir en main quelques fils rouges qui puissent m'aider à me repérer dans le dédale déconcertant des courants et des chapelles de la musique contemporaine, j'ai adopté un point de vue certes naïf, mais surtout pragmatique et, on va dire, méthodique. Je me suis mis à emprunter, un à un, en suivant tout simplement l'ordre alphabétique, les CD qui étaient classés dans la rubrique musique contemporaine de la médiathèque de la rue Mouffetard à Paris. Et d'une certaine façon, c'était une bonne méthode pour découvrir quel était le canon de l'époque. Pour mettre un peu d'ordre dans cet amas de titres et cette multitude de compositeurs, j'ai aussi décidé de me rapprocher des spécialistes et d'aller glaner auprès d'eux quelques pistes de compréhension de cette musique. En 1993-1994, je suis allé suivre les cours du DEA Musique et musicologie du XXe siècle qui étaient délivrés à l'IRCAM. Et là, ma surprise a été grande. J'ai été étonné, même on peut dire ébahi, de voir que dans cet institut, l'étude des compositeurs de la première moitié du XXe siècle se résumait à 7 noms, et 7 noms seulement, c'est-à-dire Debussy, Stravinsky, Bartók, Varèse et les 3 Viennois, c'est-à-dire Schoenberg, Berg et Webern. Alors, 3 années plus tard, apparut un livre de Jean-Noël van der Weyde qui s'intitule « La musique au XXe siècle ». Je me suis naturellement précipité sur ce livre et, à nouveau, j'ai constaté que malgré son titre, très général, l'univers musical de l'ouvrage était des plus restreints. Pour ce qui est de la première moitié du XXe siècle, le panthéon de van der Weyde se composait lui aussi des mêmes 7 noms de compositeurs à l'honneur à l'IRCAM. En revanche, l'auteur expédiait en une phrase lapidaire des compositeurs aussi célèbres que Maurice Ravel et Serge Prokofiev. Pour quelle raison ? Parce que, selon ses dires, et là je le cite, leur inexistence n'aurait pas infléchi le cours de l'histoire musicale, phrase qu'on peut trouver à la page 19. Une autre phrase m'a elle aussi fait sursauter. D'après l'auteur, je le cite encore, il aurait été superflu de traiter des musiciens de transition tels Gustav Mahler, Richard Strauss, Max Reger, Hans Pfitzner, Erik Satie ou Alexandre Scriabine. Et me semble-t-il, le plus étonnant de l'histoire, c'est que depuis son année de parution, donc 1997, ce livre est régulièrement réédité et, faute d'autres ouvrages d'ensemble traitant du panorama musical du XXe siècle, l'opinion de ce monsieur, aussi partiale que partielle, me semble-t-il, mais qui se veut universelle, j'irais même jusqu'à dire canonique, est la seule depuis plus de 20 ans à disposition de l'étudiant musicologue comme du simple mélomane qui se la voit donc imposer. Alors, revenons précisément sur les malheureux exclus, ceux étiquetés musiciens de transition et considérés comme superflus. On est un peu surpris par la liste. Je vais les passer en revue et commencer par Hans Pfitzner, dont le cas, je pense, peut être réglé assez vite. J'ai parlé de ce compositeur ici même quand j'ai essayé de répondre à la question « Comment parler de musique ?» Dans ma leçon, j'abordais la fameuse controverse que Pfitzner avait eue avec Albenberg au début des années 1920. Dans son livre méchamment intitulé « La nouvelle esthétique de l'impuissance musicale, un symptôme de décomposition », et qui attaquait la musique de la seconde école de Vienne, c'est-à-dire Schoenberg, Webern et Berg lui-même, Pfitzner glorifiait les valeurs romantiques du génie et de l'inspiration. En réponse, Berg, dans un essai extrêmement brillant et lui aussi intitulé de façon assez méchante « L'impuissance musicale de la nouvelle esthétique de Hans Pfitzner », descend en flèche la rhétorique bien pauvre en arguments de Pfitzner. Alors Pfitzner, qui était un compositeur reconnu, même très reconnu à son époque, est un peu oublié aujourd'hui, même si quelques grands chefs dirigent encore certaines de ses partitions. Et son esthétique est jugée dépassée, ses opinions politiques flirtant avec le nazisme n'ont pas arrangé les choses. Les autres noms des ostracisés figurant sur la liste de van der Weyde sont plus étonnants et pour des raisons assez diverses. Prenons Max Reger. Il me semble qu'en toute logique, van der Weyde aurait dû ne pas l'écarter. Pourquoi ? Parce que Reger a cherché à prolonger le chromatisme wagnérien, qu'il a même, d'une certaine façon,
complexifié au moyen du contrepoint qui est d'ailleurs très souvent touffu chez lui. Et puis, par ailleurs, Reger est très apprécié de Schoenberg, et tout ceci s'accorde fort bien avec le goût de van der Weyde et sa vision téléologique de l'histoire. Serait-ce donc l'amour pour Bach de Reger qui en ferait, aux yeux de van der Weyde, un compositeur trop tourné vers le passé? Probablement. Passons maintenant à Richard Strauss. C'est devenu un lieu commun des tenants de l'avant-garde de considérer qu'après les œuvres incroyablement hardies que sont Salomé, 1905, et surtout Elektra, 1919, Strauss aurait commis Le Chevalier à la Rose, 1911, pour complaire à son public bourgeois. C'est par exemple la thèse que défend dans son petit livre consacré à Strauss le musicologue et journaliste Dominique Jameux. Il y aurait donc un bon Strauss, celui d'avant 1909, et un mauvais Strauss qui lui aurait succédé. Peu importe à ces avant-gardistes que Strauss ait renouvelé sa conception de l'opéra en reconsidérant le rapport entre musique et livret. Peu leur importe son orchestration étincelante et toujours extrêmement inventive. Peu leur importe que son style soit si original qu'on le reconnaisse après quelques mesures d'écoute seulement. J'en viens maintenant à Alexandre Scriabine. Pour moi, son cas est encore plus curieux. En quoi Scriabine mérite-t-il le jugement dépréciatif de van der Weyde? Scriabine est mort jeune, en 1915, et on pourrait lui reprocher de n'avoir pas suivi les préceptes de la seconde école de Vienne. Surtout, il me semble qu'il est loin d'être un musicien de transition. Pour la plupart des musicologues, au contraire, sa musique a des côtés révolutionnaires et même prophétiques. Sa voie d'exploration harmonique est extrêmement originale, distillant des agrégats rares, toujours plus précieux, on peut dire. Et le systématisme de ses échelles a fait l'admiration de Messiaen, qui voit en lui un précurseur en la matière. Surtout dès les années 1930 et jusqu'à aujourd'hui, il a été, Scriabine, et reste un modèle pour les compositeurs qui explorent les univers microtonaux. Erik Satie, maintenant, là encore, il me semble qu'une certaine étroitesse d'esprit amène van der Weyde à méconnaître un compositeur qui est pourtant à l'origine d'un pan essentiel de la modernité. Par son diatonisme radical, son harmonie est novatrice, tout à fait différente de celle de tous ses contemporains. Debussy le tenait en si haute estime qu'il a orchestré 2 de ses gynopédies. C'était un proche de Stravinsky qui appréciait tout particulièrement sa fraîcheur et son côté frondeur. Satie a d'ailleurs inspiré le groupe des 6, ces compositeurs qui, dans les années 1920-1930, en France, formaient une sorte d'avant-garde. Et il faisait leur la réaction typiquement anti-romantique de Satie. Pourquoi ? Parce que Satie s'appliquait à dynamiter toute tentative d'emphase en musique, tout esprit de sérieux, par un sens de l'absurde affirmé, une fantaisie de potache débridée. Plusieurs de ces titres ont une saveur prédadaïste, on peut dire, 3 morceaux en forme de poire, véritable prélude flasque pour un chien, embryon desséché. Surtout, Satie est l'auteur des Vexations. C'est sans doute la première performance de l'histoire de la musique dont l'interprétation exige du pianiste qu'il joue le même motif, je cite, 840 fois de suite. Et donc à ce titre, son sens du happening fait de lui, pour une sorte de préfigurateur du théâtre musical. Une partie d'ailleurs de la modernité musicale d'après 1945, notamment John Cage et l'école de New York, mais aussi les minimalistes de l'Est comme de l'Ouest, le portent au nu. Dernier des bannis inscrits sur la liste noire de van der Weyde est sans doute le plus surprenant, Gustav Mahler. Je pense que c'est vraiment faire injure à cet immense compositeur que le traiter de musicien de transition est parfaitement incompréhensible de la part de van der Weyde. En effet, Mahler s'inscrit très clairement dans la descendance de Wagner. Il est vénéré par Schoenberg, Berg et Webern, qui ont transcrit plusieurs de ses œuvres, et Adorno, dont van der Weyde est un disciple par la vision extrêmement téléologique de l'histoire de la musique qu'il partage, a consacré à Mahler une monographie extrêmement enthousiaste. À propos de ces exclus, notons que Pierre Boulez, tenant et non des moindres de l'avant-gardisme, a porté au pinacle par van der Weyde dans son livre, appréciait grandement Scriabine et Mahler, dirigeait volontiers leur musique, et il a dirigé plus d'une fois celle de Strauss, même s'il n'appréciait pas tout l'œuvre de Strauss. Alors pour ce qui est de la seconde moitié du XXe siècle, les choix de van der Weyde faisaient preuve du même parti pris. Certes, il parlait d'Olivier Messiaen,
Mais par exemple, alors que Poulenc devait se contenter d'une seule page et qu'Henri Dutilleux était réduit, lui, à une maigre demi-page, Klaus Huber se voyait attribuer 3 pages et demie et Brian Ferneyhough, le chef de file de la nouvelle complexité, avait même droit, lui, à 11 pages. En résumé, van der Weyden, qui dans son livre fait bénéficier certains compositeurs de longues pages d'éloges, réduit d'autres à la portion congrue ou encore en passe complètement sous silence et il se fait le juge suprême du goût musical. Son ouvrage, contrairement à ce que pourrait laisser entendre son titre, la musique du XXe siècle, est loin d'être une présentation neutre et distanciée de cette musique. Par ses compliments, ses discriminations, mais aussi ses exclusions, c'est plutôt un canon musical qu'il entend imposer. Or, rappelons la définition du répertoire que nous avons donné en introduction. Le répertoire est la liste des œuvres musicales qui forment le fond de ce qui est couramment interprété. Il me semble manifeste que le canon de van der Weyden n'a rien d'un répertoire. Mahler, qui est à l'affiche des saisons de toutes les capitales musicales, dont on compte un nombre impressionnant d'intégrales discographiques, est quasiment évincé du canon de van der Weyden. Et on aurait du mal à dire que les œuvres de Ferneyhough, compositeur que van der Weyden honore d'une dizaine de pages dithyrambiques, forment le fond de ce qui est couramment interprété. C'est probablement en partie en réaction à cet ouvrage que j'ai tenu, lors de mes premières années d'enseignement à l'ENS, à faire un cours qui ouvre les étudiants à un panorama beaucoup plus étendu de la musique du XXe siècle. J'ai en particulier, et pas seulement, intégré dans ce panorama les courants tonals variés qui ont traversé cette époque. Et en même temps, j'ai posé la question des raisons qui avaient pu conduire à les négliger, non seulement van der Weyden à les négliger, mais la plupart des histoires de la musique récente. Ce cours, je l'ai intitulé avec un brin de provocation « L'autre XXe siècle », et au cours des années, j'ai analysé les œuvres de Kodail, Koechlin, Chimanovsky, Sibelius, Prokofiev, Poulenc, Britten, Shostakovich, Dutilleux, Lutosławski, les minimalistes de l'Est, donc Arvo Pärt et Henryk Górecki par exemple, mais aussi les répétitifs de l'Ouest comme Steve Reich et John Adams. Par son extrémisme, le livre de van der Weyden est pour moi une caricature. Mais dans d'autres ouvrages, qu'ils portent ou non sur le XXe siècle, on retrouve cette même lecture militante des œuvres musicales, avec certains compositeurs qui sont littéralement encensés et d'autres complètement ignorés. C'est le cas, par exemple, dans l'ouvrage d'Andrei Boukhoretchliev, Le langage musical, paru en 1993. Alors, petit rappel, Boukhoretchliev était un pianiste, compositeur musicologue, souvent extrêmement fin dans ses analyses, qui a écrit des essais sur Beethoven, Schumann, mais aussi Debussy, Stravinsky. Il appartenait à la nébuleuse des compositeurs avant-gardistes proches du domaine musical. Dans son livre « Le langage musical », Boukhoretchliev entend, je cite la 4e de couverture, explorer le phénomène musical de l'intérieur, tenter de mettre en lumière ses mécanismes intimes dans leur constitution, etc. Bon, tout cela est assez classique dans une 4e de couverture, mais je crois qu'il y a plus intéressant. Il y est aussi annoncé que Boukhoretchliev évoquera dans son livre certaines grandes étapes du langage musical en évolution tenues pour historiques. Et je crois que cette dernière phrase est tout à fait caractéristique de l'une des préoccupations majeures de l'avant-gardisme musical. En effet, l'un des projets des avant-gardistes est, paradoxalement, de se construire un héritage. Pour ce faire, ils cherchent à débusquer dans l'histoire des compositeurs exemplaires, ou du moins celles de leurs œuvres qui pourraient préfigurer le triomphe de la vérité atonale qu'ils veulent réaliser. Comme ces avant-gardistes ne peuvent être que des héritiers d'autres avant-gardistes, l'histoire de la musique sera lue comme une suite d'avant-gardes succédant à d'autres avant-gardes, chaque étape ne valant que comme absorption et digestion d'une étape antérieure, moins aboutie, et comme prophétie d'une situation postérieure qui la surpassera. Cette lignée, souvent artificielle de filiation imaginaire, est là pour illustrer un parcours conforme au sens de l'histoire et parfaitement balisé. Elle constitue le canon idéal de l'avant-gardisme. Alors, je voudrais ici faire référence à un article qui est intitulé « Pour une autre histoire de la musique, les réécritures de l'histoire de la musique du XXe siècle » que l'on doit au philosophe et sémiologue Jean Molineau et qui, non sans malus, résume en 2 phrases cette démarche des avant-gardistes. Il y a une façon d'écrire l'histoire de la musique comme une lutte héroïque entre la nouveauté et la tradition.
Elle se présente comme un grand récit, G majuscule, R majuscule, linéaire et orienté, qui conduit de révolution en révolution à la musique du présent et annonce même celle de l'avenir. Que trouve-t-on donc dans ce canon? Alors, le Moyen-Âge est l'objet de toutes les attentions. Ces périodes sont disséquées avec minutie, l'accent étant mis sur la fascination médiévale pour la numérologie. Pourquoi? Parce que la mystique des nombres est, pour nos avant-gardistes, forcément annonciatrice du sérialisme. Ils oublient d'ailleurs que la musique médiévale s'est inscrite dans un contexte modal de grande stabilité harmonique, où le sens de la pulsation est omniprésent. Ils oublient également que les sophistications pseudo-mathématiques du Moyen-Âge ont été ressenties comme une impasse par les musiciens de l'époque de la Renaissance et du baroque. Ça a d'ailleurs incité ces musiciens des périodes postérieures au Moyen-Âge à inventer des procédés techniques qui leur semblaient plus en accord avec le type d'expression qu'ils entendaient privilégier. Moyen-Âge donc, on saute ensuite à Bach, parfois en passant par Monteverdi, mais contentons-nous de parler de Bach pour le moment. Pour eux, c'est le grand précurseur, mais comme les sériels utilisent fréquemment une combinatoire contre-empathique avec canon et mouvement rétrograde, ils vont sélectionner de Bach ses œuvres les plus abstraites, telles l'art de la fugue, l'offrande musicale. Ce faisant, ils passent sous silence un pan entier de la production de Bach, c'est-à-dire les concertos brandebourgeois, les arias, les chœurs des cantates, les oratorios, les passions, les concertos d'inspiration italienne, les suites de danse. Pourquoi? Parce que toute cette partie de cette production souffre de ne pas se plier à leur schéma d'analyse préconçu. Plus tard, un siècle plus tard, c'est Beethoven qui seul retient leur faveur. Mais attention, presque uniquement le dernier Beethoven. Pourquoi? Parce qu'avec lui, citons Boukhourechiliev, commencent les temps modernes de la musique sous le signe du doute et de la mise en question incessante de toute chose, sous le signe de l'invention perpétuelle dont il fait obligation aux générations futures. Ainsi, sa grande fugue est censée être le pont qui relie Bach à Webern, et à l'inverse, les concertos de Beethoven, ses trios avec piano, des réussites pourtant incontestables, sont négligés. Pourquoi? C'est qu'ils sont coupables d'être en grande partie tributaires du vocabulaire du classicisme, toujours, et de cadrer moins bien avec les besoins de la démonstration. De Schubert, compositeur que tu aimes bien, je crois, William, on ne s'attarde surtout pas sur la poésie et la concision des impromptus ou des moments musicaux. On se focalise exclusivement sur les dernières sonates dont le temps étiré est supposé annoncer les vastes architectures temporelles d'un Bruckner ou d'un Mahler. Mahler, dont Boukhourechiliev moque, je cite, l'appareil orchestral gigantesque qu'il trouve, je cite toujours, d'une rhétorique démesurée et démesurément autoritaire, et il ajoute, faisant preuve d'un manque de partialité qui frise, je crois, la mauvaise foi, que si l'autorité, voire le despotisme de Beethoven dans sa symphonie nous subjugue, chez Mahler, ils nous paraissent comme des surenchères spectaculaires mais moins crédibles, sinon parfois irritants. De Liszt, les avant-gardistes ne conservent que les pièces lentes, celles dont le sentiment tonal est censé être moins affirmé. De Brahms aux émioles pourtant bien innocentes, il loue la complexité rythmique qui en ferait un devancier d'Elliott Carter et de sa modulation métrique. Révolutionnaire tous azimuts, Wagner est bien entendu le champion. Boukhourechiliev le dit sans embâge, je cite, « La nouveauté de la musique de Wagner est ahurissante, de quelque point de vue qu'on l'examine. Quant à Debussy, plutôt qu'à ses nocturnes, plutôt qu'à ses préludes, qu'à ses images, à l'éloquence probablement trop immédiate, on va préférer la fragmentation pointilliste du ballet jeu ou des études pour piano, étonnamment pré-webernienne. » Dans cette relecture militante, les excommunications ne sont pas rares. Adorno est catégorique. Celui qui se régale encore à l'écoute d'un beau passage d'un quatuor de Schubert ou un concerto grosso de Handel se range parmi les collectionneurs de papillons. Collectionneur de papillons n'est pas tout à fait dans le domaine de la bibliothèque. Dans l'enfer des exclus, on rencontre Fauré, son harmonie singulière, reconnaissable après quelques mesures d'écoute seulement, si différente de celle de ses contemporains, lui vaut son séjour dans le premier cercle de Dante, car elle tourne résolument le dos au chromatisme. Rossini, Donizetti, Bellini, Puccini et tout le bel canto fréquentent les cercles suivants, où ils expient un lyrisme trop éclatant. D'ailleurs, pour Boukhourechiliev, leur langage s'approche du, je cite, degré minimal de l'élaboration musicale. De Verdi, si l'on reconnaît son talent théâtral, en revanche, encore une fois,
je cite Boukhourachiliev. On déplore la facilité de son langage musical, non exempt de formules et de vulgarité, dont le fameux tatsinato est un exemple typique. Tatsinato, c'est le pom pip pim pom pim pip. On déplore également un sens dramatique à la, je cite, surcharge affective insistante et croissante, poussée parfois jusqu'à l'insupportable. Je cite toujours Boukhourachiliev. Le second acte et la scène finale de la Traviata sont des modèles de ce travail insistant sur le sentiment qui font toujours pleurer le public de la galerie aux premières loges. Ne parlons pas d'Aïda, cette perle du tourisme italien, avec vrai chameau, mais célébrons le dernier Verdi avec Othello et Falstaff, écrit à 80 ans, où tout, y compris le traitement de l'orchestre, prend une singulière consistance musicale et psychologique. Autrement dit, seul le dernier Verdi, celui d'Othello et Falstaff, mérite un bon point, racheté qu'il est par son wagnérisme. Plus bas encore dans l'enfer musical dantesque, on trouve Tchaïkovski à la mièvrerie pathétique. C'est ainsi que Lucien Rebattet, critique qui partageait la plupart des options esthétiques avant-gardistes, il était aussi partisan du nazisme mais cela n'a rien à voir, écrivait de Tchaïkovski que sa musique, je cite, de névropathe, ne raconte que la nostalgie d'un bonheur pour midinette ou les niaiseries langoureuses communes aux invertis vieillissants. Fin de citation. Quant à Sibelius, expédié sans embâge au IXe siècle de l'enfer, c'est tout bonnement le plus mauvais compositeur du monde, dixit René Lebovitz, qui lui a consacré un livre qui porte exactement ce titre. On voit que l'arbre généalogique de l'avant-gardisme musical, déjà sévèrement émondé de la sorte, est en outre soumis à de curieuses distorsions. L'insistance est mise sur les cas limites, Gesualdo par exemple, et, comme on l'a dit, le Beethoven et le Debussy dernière manière. Pourtant, ces cas illustrent les aboutissements de trajectoires individuelles plutôt qu'ils ne préfigurent l'avènement de l'espéranto musical rêvé. D'ailleurs, cette distorsion de l'arbre généalogique verse parfois dans la cocasserie. Schumann est Presseriel, c'est Pousseur qui l'a dit. Alors, à force de réduire l'histoire de la musique à une succession d'exemples supposés illustrer des théories de l'évolution du langage sonore instituées comme des tables de la loi, certains avant-gardistes en sont venus à ne plus apprécier l'œuvre musicale en tant qu'objet autonome dans sa singularité. Or, s'il y a bien une chose qui peut être singulière, c'est l'œuvre d'art. Mais, selon nos avant-gardistes, une œuvre musicale ne vaudrait qu'en fonction de son niveau de complexité, d'une part, et d'autre part, de son importance supposée au sein d'une progression historique considérée comme inéluctable. Valeur de complexité, valeur de progrès. Les critères d'artisanat, de métier, les critères esthétiques, tous ces critères sont remplacés par une estimation de l'œuvre selon son degré de modernité ou de structuration. De ce fait, tout ce courant a eu tendance à se focaliser sur les éléments de l'histoire de la musique qui justifiaient leur propre préoccupation de compositeur et par suite à valoriser ceux qui étaient censés les anticiper. Seuls ces derniers compositeurs étaient jugés dignes de figurer dans leur canon musical. Autrement dit, une avant-garde académisée a voulu réécrire l'histoire comme la caution de ses dogmes. Par le rejet de toute contestation de leur intangibilité, elle se situe aux antipodes d'une démarche qui, elle, rechercherait dans l'histoire des intuitions à approfondir, des thèmes à renouveler, des champs à explorer. Enfermés dans leur cénacle, les avant-gardistes les plus radicaux, ostracisés à tour de bras et se complaisaient dans un entre-soi, on aimerait, je crois, une relecture de l'histoire de la musique et un canon musical qui s'ouvre à une diversité non seulement historique, mais aussi géographique, et qui, sans jugement idéologique péremptoire, favorise la découverte sensible et la disponibilité d'écoute. On rêve d'une perspective qui approcherait l'histoire de la musique dans toute sa richesse et toute sa variété, selon cette curiosité bien comprise. Merci. Merci infiniment, cher Carole, pour ce reparcours de l'histoire de la musique, en quelque sorte. La façon, comment écrit-on l'histoire de la musique, comment la réécrit-on, à quelle fin, dans quelle perspective, pour en faire quoi? En fait, il s'agit bien de ça. Enfin, il s'agit de savoir l'usage, la fonction que l'on donne à cette histoire de la musique. Et c'est d'autant plus important, me semble-t-il, que cette histoire de la musique, elle est faite dans des lieux très particuliers.
qui s'adresse souvent en fait à des professionnels. Tu as appris cette histoire de la musique en ayant suivi des cours essentiellement au conservatoire. Et c'est ça qu'on donne comme information, comme formation à des gens qui seront en fait de futurs professionnels, puisque le conservatoire supérieur est quand même un lieu de formation de professionnels. Alors que l'histoire dans d'autres domaines, l'histoire de la littérature par exemple, est enseignée à des gens qui après ne sont pas des littéraires à proprement parler. Mais le fait est que, alors que la musique est et c'est peut-être là un problème sur lequel on peut partir déjà pour discuter, alors que la musique est un art qui est très très largement partagé quand même par le public, dans la société, eh bien son enseignement a un côté beaucoup plus professionnalisé qui fait qu'on a l'impression que se forme ici un canon savant, professionnel, qui serait différent du canon public. J'entends canon au sens... Alors, pour éviter le terme de répertoire, qui finalement renvoie... Le répertoire, ce serait effectivement le canon, ce qu'on appelle le canon public, c'est le canon, l'ensemble des œuvres qui sont jouées régulièrement dans les salles de concert. Mais le répertoire est un cas particulier, à mon sens, de canon. Et donc, il y aura un canon savant, professionnel, s'opposant à un canon public. Alors, est-ce que ce que tu décris ici, de manière avec vraiment un regard très, très, très aigu, très, très, très acéré, est-ce que ce n'est pas aussi, d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est une difficulté, en tout cas cette singularité de la musique, qui est que son enseignement est quand même réservé à des gens qui ont tendance à devenir de futurs professionnels? Probablement. Alors c'est vrai que en France, l'enseignement de la musique se partage en grande partie entre les conservatoires, avec une formation d'ailleurs assez pyramidale, conservatoires municipaux parfois, voire écoles de musique, conservatoires de région, qu'on appelle maintenant à rayonnement régional, entre-temps même il y a conservatoire à rayonnement départemental, les conservatoires supérieurs, Lyon et Paris, qui sont effectivement des lieux de formation de professionnels, essentiellement de praticiens de la musique, et puis le lycée, enfin le collège ou le lycée où on apprend aussi un peu la musique, où on devrait en tout cas l'apprendre, et l'université qui sont les lieux où l'on forme des musicologues. Alors tout ça est un peu schématique, on forme aussi quantité de musicologues dans les conservatoires, mais c'est vrai que du côté pratique, c'est surtout dans les conservatoires que cela a lieu, cette formation. Alors, je ne suis pas certain que les canons soient si différents que ça, on va dire au programme du CAPES de l'agrégation, d'une part. Pour ce qui est des œuvres imposées dans les conservatoires et du côté des cursus, dans les thématiques et les grands thèmes abordés à l'université. Je pense qu'en réalité, tout cela est à peu près la même chose. Alors, avec peut-être des effets de décalage, il est probable que la musique effectivement jouée, j'avais envie de dire dans la vie réelle, bon, ce serait absurde d'opposer de cette façon le canon idéal d'un répertoire réel, mais j'ai quand même l'impression que dans les conservatoires, peut-être qu'on suit, mais avec une dizaine, peut-être une vingtaine d'années de retard, ce qui sera l'essentiel de la vie musicale des concerts généralistes, on va dire, et qu'à l'université, peut-être, on a un retard d'encore 20-30 ans par rapport au conservatoire, donc probablement une cinquantaine d'années par rapport à ce qui aurait cours en termes de musique, comme tu l'as dit, jouée, de musique enregistrée. Voilà, c'est ce que je dirais pour commencer. La situation. Alors, tu as cité essentiellement des citoyens de la musique français, enfin, qui travaillent en France et qui écrivent en français, pas toujours d'origine française, qui écrivaient pour un public français dans un paysage musical français. Est-ce que l'histoire de la musique serait écrite différemment dans d'autres pays? Alors, il y a bien sûr l'influence d'Adorno. On sent, et là, il y a quelque chose qui est un héritage adornien qui, semble-t-il, a été quand même très revendiqué par les musicologues, français. Mais je serais intéressé de savoir s'il y a alors je faisais un anglicisme, une discrépance ou une sorte de discordance plutôt, discordance entre l'histoire de la musique telle qu'elle est écrite dans les différents pays et alors que même que la musique elle-même
fait partie des arts qui voyagent le mieux, parce que dans les salles de musique, de concert européennes, on a, bon, il faudrait faire l'étude plus précise sans doute, mais enfin, on a, me semble-t-il, le même répertoire qui est pratiqué avec parfois quelques accents un petit peu différents, mais il y a vraiment, on ne sent pas de différence fondamentale quand on est à Berlin ou quand on est à Paris. Et donc, est-ce que l'histoire de la musique, elle, est écrite différemment d'un pays à l'autre? Est-ce qu'on retrouverait ces mêmes exclusives et ces mêmes mises en dehors d'une histoire de la musique dans d'autres pays? Alors, des exclusives, oui, je pense qu'il y en a. Ce ne seraient probablement pas les mêmes. D'abord, je ne voudrais pas pécher par naïveté, voire par angélisme. Naturellement qu'un canon a une part de subjectivité, même parfois énorme. Ce qui se passe, par exemple, j'ai étudié un an à Berlin, j'ai étudié aussi un an à Cambridge. À Cambridge, je me souviens que dans le département de musicologie de l'université, il y avait deux professeurs avec deux profils assez différents. L'un, c'était Goer, son père était un élève de Schoenberg, et lui-même, personnage extrêmement sympathique et curieux du tout. D'une certaine façon, il se retrouvait dans le canon schoenbergien, et c'était, avec beaucoup d'habileté, de séduction, ce qu'il enseignait à ses élèves. À côté, vous aviez Robin Holloway, compositeur britannique, qui doit avoir à peu près 70 ans aujourd'hui, et qui était plus fidèle à, on va dire, une modernité franco-russe, franco-hispano-russe d'ailleurs, probablement, qui serait celle qui, de Moussorgsky à Manuel de Falla, en passant par Debussy et Ravel. Il avait lui-même fait sa thèse sur Debussy, lecteur et auditeur de Wagner. Il s'intéressait énormément à la musique russe. Et on voyait effectivement ces deux courants enseignés par deux personnalités qui s'estimaient mutuellement. Et tout cela faisait une certaine diversité. Alors, je parle des deux professeurs titulaires qui avaient le pôle plus important. Il y avait évidemment une multitude d'autres enseignants. Je n'ai pas eu l'impression que le canon musical qui était enseigné pratiquait l'exclusive à ce moment-là. J'ai eu un peu plus cette impression à Berlin, où j'étais 2 années auparavant. Là, je parle du milieu des années 1990. Ce qui est certain, c'est que, faute d'avoir une histoire de la musique en langue française qui puisse, je pense, embrasser la diversité des courants musicaux au XXe siècle, Actes Sud a eu l'idée, il y a bientôt 10 ans, de traduire en français le livre du journaliste américain Alex Ross, The Rest is Noise, traduit par The Rest is Noise, qui est, je pense, un bon titre, et il aurait été difficile de le traduire différemment. Donc, ouvrage assez volumineux qui, par exemple, consacre, si mes souvenirs sont bons, un chapitre entier à Sibelius, un chapitre entier à Britten, ce qui aurait été probablement impensable dans la plupart des manuels ou des histoires de la musique qu'on pouvait trouver en France auparavant. Si vous prenez quelqu'un comme Paul Griffith, qui je crois est né en 1945, qui a été journaliste, musicologue tout à fait pénétrant, qui a consacré une monographie à Bartók extrêmement bien documentée, une autre à Ligeti, qui est un vrai plaisir de lecture, qui s'est beaucoup intéressé à Stravinsky, et dont l'un des livres a été traduit en français par Brève histoire de la musique chez Fayard, je pense, au début des années 90. On retrouve l'histoire de la musique séparée en périodes qui, chacune d'entre elles, au XXe siècle, et tout particulièrement depuis 1945, sont censées être des révolutions qui évacuent la révolution qui vient d'avoir lieu. Le sérialisme intégral, le sérialisme généralisé des années 1950, ferait suite à une période honnie, celle du néoclassicisme d'avant-guerre, mais il serait lui-même battu en brèche quelques années plus tard par l'introduction de l'œuvre ouverte, de l'œuvre mobile, qui elle-même se verrait contestée au début des années 70 et même à la fin des années 60, à la fois par le minimalisme et par l'école spectrale, etc. Donc à chaque fois, une succession de révolutions qui en appelle une autre. Alors, à côté de cela, je voudrais prendre modèle d'une certaine façon sur un compositeur que j'ai beaucoup étudié, qui est Ligeti, auquel j'ai consacré ma thèse puis mon habilitation. Ligeti avait beaucoup voyagé, lui-même d'origine à la fois hongroise et roumaine, a été naturalisé viennois, mais il partageait la fin de sa vie entre Vienne, Hambourg et Paris. Il était polyglotte, il a beaucoup vécu en Californie
et également en Scandinavie. Et il se considérait comme un compagnon de route de l'avant-garde de Darmstadt, mais un compagnon de route seulement. Et il disait qu'une des choses qui le distinguait le plus de ses collègues compositeurs de cette mouvance-là, c'était sa perception d'un canon musical extrêmement large, qui inclut par exemple Verdi, qu'il place plus haut que Wagner, qui inclut des compositeurs comme Scarlatti, comme Rameau, plus près de nous Rachmaninov, pourtant honni par une partie de l'avant-garde. Bref, un tas de compositeurs qui ne cadrent pas vraiment avec le canon et qui me font penser qu'il est possible que cet esprit cosmopolite et polyglotte ait tiré de son expérience d'étranger un peu partout dans le monde un choix en matière de répertoire aussi large. Sans doute aux États-Unis créerait-on une histoire différente, hein, puisque tu as parlé de Steve Reich, de John Adams, cité Philip Glass ou d'autres encore, mais c'est vrai que il me semble que l'histoire de la musique contemporaine américaine est fort différente de celle qui s'est écrite en France en particulier. C'est d'ailleurs, malgré toutes ces qualités, probablement l'un des défauts du livre de Alex Schwartz. Il ouvre effectivement le panorama des compositeurs. J'ai cité Sibelius et Britten, on pourrait citer aussi Shostakovich et beaucoup d'autres qui, d'habitude, ne figuraient pas en bonne place dans ce canon. En revanche, c'est vrai qu'il a un point de vue américain et que bien des compositeurs français qu'on peut apprécier, Roussel, un grand nombre de contemporains de Debussy, Tardif ou de Ravel par exemple, sont à peine mentionnés. Et c'est assez étonnant aussi cette façon dont Adorno a été tellement prégnant, me semble-t-il, dans l'écriture musicologique, dans l'histoire musicologique française, hein, parce qu'en fait tout ce que tu citais de beaucoup Rechlev sur le jugement sur Beethoven, sur Schubert, etc., c'est des choses qu'on retrouve en partie me semble-t-il, chez Adorno. Oui. La place donnée à Sibelius est assez étonnante, puisque il suffit d'écouter les symphonies de Sibelius pour se rendre compte qu'elles sont totalement inclassables, elles sont en dehors de tout modèle. Donc le classer comme le plus mauvais compositeur du monde, c'est absurde. C'est peut-être le plus inclassable, mais peut-être pas le plus mauvais en tout cas. Et c'est aussi un des compositeurs les plus joués dans la plupart des capitales musicales du monde. Oui, bien sûr. Enfin, bon, il y a parfois de ces jugements à l'emporte-pièce. Quelque chose qui m'intéresse aussi, alors c'est quelque chose que tu as évacué totalement, au début, enfin totalement, tu l'as évoqué, mais pour dire que tu n'en parlerais pas, mais malgré tout, ça me semble intéressant. C'est cette question de la musique baroque, quand même, qui a fait une arrivée fracassante dans les années 70 et 80, et qui manifeste, me semble-t-il, une historicité particulière de la consommation de la musique par rapport à la consommation d'autres arts, par rapport à la consommation de la littérature ou la consommation même des arts plastiques. Parce que lorsque les baroqueux sont arrivés, eh bien, beaucoup de gens, la musique baroque a été un appel, comme une bouffée d'air frais qui arrivait et qui a concerné beaucoup un public jeune, je me souviens, autour de moi, qui n'allait pas dans les salles de concert, qui ne s'intéressait pas du tout à la musique romantique qui dominait, disons, dans les salles de concert, mais qui, en revanche, pouvait aller voir Atis, bien sûr, de Lully dans la mise en scène de Jean-Marie Villégier, avec William Christie à la baguette, et tous les événements baroques faisaient événement pour une jeunesse qui, par ailleurs, n'était pas attirée par la musique classique, jouée, romantique, disons, en fait, hein, qui était jouée dans les salles de concert. Et donc, il y a eu, me semble-t-il, ici, une sorte de régime d'historicité, pour parler comme François Hartog, un peu différent, où là, pour le coup, le plus ancien est devenu, d'un seul coup, le plus neuf, le plus moderne, ce qui représentait une sorte, alors peut-être pas d'avant-garde, le terme ne serait pas adapté du tout, mais quelque chose en tout cas qui était attirant pour la jeunesse. Comment peut-on l'expliquer cela par rapport... Il me semble que c'est très typique de la musique par rapport aux autres arts. C'est très typique de la musique, tout à fait. C'est-à-dire qu'on imagine mal en littérature un fin lettré qui ne s'intéresserait que au XVIe siècle. J'imagine que ça existe, mais c'est une chose qui, à mon avis, n'existe pas avec l'ampleur que cela a pu prendre dans le milieu musical, où vous pouviez tout à fait être un fan absolu de musique baroque,
ou de musique plus ancienne, de musique de la Renaissance, voire de musique médiévale, et vous désintéresser totalement de toute autre musique. Alors, ça me fait penser d'ailleurs au fait aussi que la musique est probablement le seul de ces arts pour lesquels on parle de musique classique, en utilisant effectivement ce terme. Alors, soit que l'on l'oppose à baroque dans le cas qui nous concerne, soit qu'on considère la musique classique comme la musique de ceux qui font leur classe ou qui veulent se singulariser en tant que classe. Oui, je pense effectivement que c'était lié à plusieurs choses. D'abord, cette musique, forcément, puisqu'elle est liée à la redécouverte d'un répertoire qui est le même lié à une, on va dire, à une organologie différente. C'est-à-dire que cette musique est née parce que, est née de ses cendres, d'une certaine façon, a pu renaître du fait de l'importance mise sur la fidélité la plus extrême possible aux conditions initiales de production de cette musique, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que l'on joue cette musique comme on l'a jouée à l'époque, et surtout sur des instruments qui étaient des instruments d'époque. Ce faisant, on en est venu à la jouer à l'occasion de concerts qui n'étaient pas toujours les concerts ordinaires de musique de chambre ou de musique symphonique, où on jouait de la musique postérieure. Parce que vous alliez avoir une viole de gambe, un clavecin, et non pas un piano et un violoncelle sur scène. Donc, c'est un peu un créneau qui s'est formé, probablement donc lié à une évolution dans l'organologie qui a fait qu'on a abandonné progressivement ces instruments, qu'on les a redécouverts que plus tard, et qu'il y a eu cet appel d'air qui a fait effectivement qu'une partie des mélomanes, qui n'étaient pas forcément très généralistes dans leur goût, mais se sont sentis attirés par cette musique, et j'ai envie de dire presque par cette musique seulement, et pas tellement par celle des siècles ultérieurs, postérieurs. Même que le public était parfois plus jeune pour ces concerts que pour les concerts de musique classique, au sens strict du terme, ou romantique. Un dernier point peut-être, c'était très intéressant ce que tu as dit au début sur l'apparition de cette historicité de la musique, au bout du compte, à la fin du XVIIIe siècle. Mais en fait, on constate cette apparition de l'histoire des arts, on la constate dans à peu près tous les arts au même moment. Tu parlais des musées. Pour la littérature, c'est aussi la même chose. Il y a, me semble-t-il, à ce moment-là, le sentiment... il y avait une sorte de... C'est un peu étrange à dire, mais peut-être il y avait une sorte de présentisme des siècles anciens, c'est-à-dire qu'on vivait sur une sorte de momentané avec un grand... de grands fonds historiques qui étaient la Bible et l'Antiquité, mais et on vivait dans le moment présent. Il me semble qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, ce qui se met en place, c'est l'histoire d'une idée d'évolution, de progrès, entre guillemets, de l'esprit humain, de l'humanité, où chaque fois, au bout du compte, le stade précédent est inclus dans le stade suivant, sans qu'il y ait, avec une sorte de coprésence de l'ensemble de l'histoire. Alors, ce n'est pas une véritable coprésence, parce qu'en fait, des parties tombent dans l'oubli, mais malgré tout, il y a cette idée qu'il y a une coprésence historique de l'humanité elle-même, au fil de son histoire. Et la musique, me semble-t-il, participe de cette expérience-là, et la fameuse, tu en as parlé, la redécouverte de Bach au XIXe siècle, ou de la musique de la Renaissance plus tard dans le XIXe siècle, font partie de ces redécouvertes qu'on a eues, là aussi, de manière, à des moments différents, pour la littérature. Quand Sainte-Beuve redécouvre les auteurs de la Pléiade, c'est aussi un événement. On ne lisait plus Ronsard. Ou quand on redécouvre le baroque au XXe siècle, alors c'est antérieur au mouvement baroqueux en musique, c'est avec Eugenio Dors, mais il y a vraiment là aussi des choses qui se passent qui font qu'au bout du compte, il y a une conscience historique qui se fait, qui essaie de rendre à nouveau présent des époques ou des ensembles d'œuvres qui étaient passés par les pertes, par les pertes et profits. Et de ce point de vue-là, il y a, me semble-t-il, un parallèle qu'on peut faire entre musique et autres arts. Tout à fait. La question que je me suis posée, effectivement, c'est, peut-être tu pourras m'aider à y répondre, est-ce qu'on peut dire que ce mouvement à l'écrevisse, c'est-à-dire ce mouvement à rebours de redécouverte des œuvres, qui fait d'ailleurs probablement le succès
de certains concerts miroirs aujourd'hui, où vous allez mettre en parallèle une œuvre très ancienne avec une œuvre souvent très récente. Mais ce mouvement de redécouverte donc, de l'histoire, à rebours, et en commençant à peu près avec cet axe de symétrie qui se trouverait environ vers 1800, est-ce qu'il existe aussi en littérature, est-ce qu'il existe dans les arts plastiques? Je n'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'on a ressenti le besoin d'aller chercher chaque fois un peu plus loin, une fois que l'on avait l'impression d'avoir à peu près bien labouré les décennies qui étaient celles qui, jusqu'alors, manquaient on va dire, de recherche historique. Non, effectivement, ce mouvement d'écrevisse, à rebours, je ne me sens pas qu'on le voit dans l'histoire littéraire. Il me semble que c'est plutôt un peu plus aléatoire. Et même pour l'histoire de l'art, le mouvement de redécouverte des primitifs, par exemple, enfin, ce qu'on appelle les primitifs, c'est fait... Enfin, je ne sais pas si on pourrait le mettre il me semble que ça a précédé la redécouverte de périodes postérieures dans l'histoire de la peinture. Mais je crois que ce que tu nous as montré ici, et c'est pourquoi ta venue était vraiment tout à fait fondamentale pour ce séminaire, c'est que ce qui se passe pour la littérature, qui est quand même plutôt ce que j'essaie d'étudier dans ce séminaire et dans ce cours, trouve des parallèles assez forts, mais pas parfait, dans les autres arts. Et effectivement, cette réflexion sur les bibliothèques et sur les canons que nous essayons d'avoir, et il faut aussi la pratiquer dans d'autres domaines comme les arts plastiques et comme la musique. Et tu nous l'as rappelé de manière particulièrement forte ici, à savoir que les canons ne sont pas des reflets neutres, impartiaux d'une histoire. Ils ont toujours un usage particulier, ils sont toujours incomplets. Ils valent d'abord peut-être parce qu'ils mettent dehors, comme tu le rappelais tout à l'heure. Et c'est de ce dehors, lorsqu'on essaie d'avoir un regard scientifique, qu'il faut essayer de prendre conscience, soit pour changer les canons, soit au moins pour porter un regard qu'on peut essayer d'avoir le plus objectif possible sur une histoire qui autrement est totalement filtrée par un regard contemporain beaucoup trop limité. Je te remercie très vivement de nous avoir rappelé ces vérités fortes ici, Carole. Merci à toi. Merci.